Quels sont les traitements réalisés sur le pétrole? Bonjour à tous, ici le Rebel Scientist, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors avant de la regarder, si jamais vous n'avez pas vu la première partie qui concernait justement de quoi était composé le pétrole, pour voir justement les différents composés que l'on va utiliser dans cette vidéo, je vous conseille vivement de regarder la vidéo là-dessus, pour justement regarder la composition du pétrole dans un premier temps. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que les raffineries modernes sont en général composées de différentes unités, dont il y en aura une qui sert à la désulfuration. Et comme je l'ai mentionné à la fois dans la composition du pétrole et aussi ma vidéo sur le moteur diesel et essence, on ne veut pas de soufre dans les composés en général, parce que ça va en général endommager à la fois toutes les infrastructures, et aussi ça va altérer la réaction, donc du coup ça sera pas bon et on évite à tout prix d'avoir le genre de soufre, sauf dans les réactions qui impliquent le soufre, mais cette fois-ci en composant plutôt que en, en composé non voulu. Et il y a des unités de désulfuration, mais aussi des unités qu'on va appeler de réformage, en plus de colonnes à distiller, donc ça c'est à peu près dans une usine de pétrolière classique. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle des unités de conversion qui vont servir à faire des procédés de craquage. Donc dans cette vidéo, nous allons voir trois procédés: le craquage, le réformage et la désulfuration. On commence donc avec la désulfuration. Ce qu'il faut savoir, c'est que le procédé le plus connu est l'hydrodésulfuration, ou appelé aussi HDS, qui va convertir le soufre qui est présent dans les coupes, et en particulier les coupes moyennes, donc, en HDS, qui va ensuite être oxygéné afin de former justement du dioxyde de soufre via le procédé de Claus, donc ça va être du SO2 à ce moment-là. Et ensuite on va à la fois oxygéner et hydrogéner ce SO2 pour former justement de l'acide sulfurique, qui va passer alors par un lit de charbon actif. Et cet acide sulfurique va pouvoir être alors utilisé pour différentes autres réactions, ou par exemple est utilisé aussi pour la composition des batteries de voitures, par exemple, parfois, ou même les engrais. Donc si je reprends par exemple le tableau ici, on va avoir un exemple de composé qu'on peut avoir, c'est du C2H5SH qui va être hydrogéné avec du dihydrogène. Et ensuite on va avoir de former de l'éthane avec du H2S qui va ensuite être oxygéné et hydrogéné pour former l'acide sulfurique. Et en aparté, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne veut pas de soufre de partout, comme je l'ai mentionné, que ce soit en industrie, mais aussi par exemple dans les centrales électriques. Et ceci aussi pour une autre raison que je n'ai pas mentionnée, c'est le fait d'éviter d'avoir des rejets de soufre dans l'atmosphère, qui peut ensuite entraîner alors des pluies acides. Et c'est pas bon pour l'environnement, donc on n'en veut pas. Concernant le réformage va permettre de transformer du naphthal lourd, donc en coupe plus légère. Cette réaction va se faire notamment sous pression et à haute température, donc entre 500 et 550 degrés. Et elle va se faire aussi avec des catalyseurs comme par exemple le platine, qui va permettre de faciliter la réaction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un catalyseur permet de faciliter une réaction, c'est-à-dire on va abaisser son énergie d'activation pour que la réaction ait lieu justement, et va permettre de la rendre plus efficace et plus rapide, mais ne va en aucun cas permettre de réaliser des réactions qui ne devraient pas avoir lieu chimiquement déjà au naturel. Alors il peut y avoir parfois des réactions qui mettent tellement de temps qu'on a l'impression qu'elles ne se passent pas, mais en tout cas elles sont possibles. Donc c'est pour ça que c'est ce à quoi sert un catalyseur. Et donc le réformage catalytique va avoir pour objectif de transformer tous les constituants naphthéniques, donc qui sont à bas d'indice d'octane, en constituants aromatiques qui vont avoir un plus haut indice d'octane et qui vont servir de base justement au mélange des essences. Donc si je reprends par exemple ici, par exemple on va avoir une molécule de naphthène, donc qui va être du C6H12. On va utiliser un catalyseur. On va enlever 3 molécules de dihydrogène pour former alors une molécule de benzène
qui va être du C6H6 et qui va permettre justement d'avoir un composé qui va être utile à l'industrie parce que justement, comme je l'avais déjà mentionné par exemple pour ce qui était la vidéo sur tout ce qui était moteur diesel essence, le benzène est une molécule recherchée par l'industrie qui permet de faire des composés comme par exemple le styrène. Il suffit de rajouter ici, si on rajoute par exemple un bout, c'était ici de l'éthène par exemple, ça permet de former du styrène qui va servir ensuite à réaliser du polystyrène par polymérisation. Donc c'est des composés qui sont très utiles pour l'industrie, les molécules de benzène, et donc qui sont recherchées. On va également récupérer tout ce qui va être l'hydrogène qu'on a justement soutiré à cette molécule de cyclohexane pour pouvoir s'en servir pour d'autres réactions, comme par exemple l'hydrodésulfuration qu'on a vu avant, mais ça peut être aussi n'importe quelle autre réaction nécessitant de l'hydrogène, parce que ce type de réaction est très utilisé, et ça peut même être utilisé éventuellement pour combustible en lui-même, vu qu'on est de plus en plus en train de rechercher à se servir de tout ce qui est hydrogène comme pour les moteurs à hydrogène par exemple. On a ensuite ce qu'on appelle le vaporéformage, qui est similaire au réformage, mais avec en plus on va rajouter de l'eau. Donc c'est un procédé qui va servir à produire de l'hydrogène et qui va être basé sur la dissociation de molécules carbonées, donc par exemple le méthane notamment, où on va rajouter de l'eau et de la chaleur. Donc cette fois-ci ça va être un peu plus haut en température, ça va être de l'ordre de 700 à 1000 degrés. Et on va rajouter aussi un peu de pression, donc on va être à 15-30 bars. Et pour ceux qui se demandent à quoi représente une pression de 15-30 bars, et ben, un bar c'est une pression atmosphérique, donc c'est la pression dans laquelle vous vous trouvez. Donc c'est 15 à 30 fois plus cette pression-là. Et ça va être aussi le procédé qui est le plus utilisé au niveau industriel pour récupérer justement de l'hydrogène. Donc si on prend par exemple une molécule de méthane sur laquelle on veut réaliser une réaction, on va avoir du méthane. Donc du méthane, c'est du CH4, à laquelle on va rajouter de l'eau. À ça, on va réaliser la réaction qui va produire du CO. Donc le CO, c'est le monoxyde de carbone, plus 3 molécules d'hydrogène. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce mélange-là, CO plus H2, c'est ce qu'on appelle du syngas, qui va être utilisé pour d'autres réactions dont on verra dans des prochaines vidéos. Mais c'est un mélange qui est intéressant pour l'industrie parce que notamment on va récupérer ce dihydrogène qui va servir pour toutes les réactions autres comme je l'ai mentionné juste avant. On va cependant, concernant ce syngas, on va aussi rajouter une autre réaction parce que là, comme on a pu le voir, on a du monoxyde de carbone, ce qui n'est pas forcément bon. Donc on va en plus rajouter à cette réaction du dihydrogène à l'aide du monoxyde de carbone pour justement avoir ce qu'on appelle une autre réaction qui va s'enchaîner et qui s'appelle le water gas shift en réaction, qui nécessite aussi un catalyseur ici et qui va être alors comme celle-là. On va avoir du monoxyde de carbone plus de l'eau pour cette fois-ci donner du CO2. Donc c'est pas quelque chose de top, je vous l'accorde, mais on va pouvoir augmenter les rendements par contre de formation de dihydrogène parce que cette fois-ci on va récupérer tout l'hydrogène présent dans les composés et par contre former des gaz de serre, ce qui n'est pas terrible. Mais il faut savoir aussi, contrairement à ce qu'on peut dire à chaque fois en disant ça pollue, ça produit du dioxyde de carbone par exemple, souvent, idéalement, il faut récupérer tous les réactifs qui n'ont pas réagi et tous les composés secondaires dont on ne veut pas garder ensuite pour ensuite les recycler ou en faire en tout cas quelque chose. Donc, en théorie, si on garde une structure capable de capter justement ce CO2 qui a été produit, ça peut être en théorie
ce qu'on appelle une réaction plutôt verte. Et c'est ce que vous allez entendre des fois dans les médias, justement, où ils vont dire on produit de façon écologique. Ben, ça peut être ça, par exemple. Et comme je l'ai mentionné aussi, c'est que cette réaction a besoin d'un catalyseur ou d'un brûleur. Alors le catalyseur va baisser l'énergie d'activation pour réaliser la réaction, et le brûleur va augmenter la température, ce qui fait que l'énergie d'activation pour la réaction va être plus élevée que celle nécessaire pour que la réaction se produise, et du coup on va avoir la réaction. Donc c'est au choix, c'est en fonction de l'industrie ce qu'elle a envie de faire. Mais avant de continuer, je tenais à vous demander une chose. Si vous aimez le contenu que je produis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu afin justement d'aider à promouvoir ces vidéos éducatives sur tout ce qui est le monde des sciences et notamment dans l'écologie autour de vous. On a ensuite ce qu'on appelle une réaction de craquage ou cracking en anglais qui va consister à casser une molécule en se servant de la thermolyse afin sur tous les composés du pétrole et de ses dérivés pour justement avoir des molécules qui sont plus petites et qui vont être plus en adéquation à ce que l'industrie veut, par exemple. Donc pour ça, on va augmenter la température, ou on peut aussi utiliser un catalyseur justement qui va abaisser la température nécessaire pour réaliser la réaction. Donc cette opération va se faire à haute température, donc aux alentours de 500 degrés. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que la pression peut également avoir un impact, c'est-à-dire qu'elle va faciliter la réaction et augmenter la rapidité. On utilise également ce type de réaction dans ce qu'on appelle des lits fluidisés, donc des lits circulants. Et on va voir le cas de la réaction de craquage pour un octane. Donc ici, si par exemple on reprend une molécule, on va avoir par exemple du carbone, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on va avoir de l'hydrogène, de l'hydrogène, de l'hydrogène. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que un atome de carbone a toujours besoin de 4 liaisons. Donc soit ça va être en se fixant à un autre atome, pas forcément de l'hydrogène, soit ça va être en réalisant plus d'une liaison avec ce même atome si c'est possible. C'est pas toujours le cas. Donc voilà. Et si je prends par exemple le cas de la pyrolyse ici, on va avoir par exemple ici la liaison qui va être cassée, la liaison avec l'hydrogène aussi qui va être là, qui va être cassée. Et dans ce cas-là, cette partie-là va récupérer l'hydrogène. Et ici, on va avoir la formation d'une double liaison au lieu d'une simple liaison, comme je l'avais mentionné. Donc, il manquait un atome d'hydrogène, par exemple. Et donc ici, on va avoir la formation d'un alcène ici. Et on va avoir quelque chose comme, par exemple, la formation d'une molécule de butane ici, donc qui va être plus recherchée dans l'industrie, par exemple. Concernant le lit fluidisé, pour expliquer aussi, ça c'est ce qu'on appelle dans le domaine du génie des procédés, donc ça va être tout ce qui est design de réacteurs et des choses comme ça, pour pouvoir justement pas faire la réaction en elle-même, mais qui va permettre de faciliter. Si je prends par exemple, on va dire ça c'est une structure, hop, je dessine ici, donc ici les réactifs rentrent par le bas, on va avoir ensuite, hop, éventuellement on peut avoir quelque chose comme ça, on va avoir ce qu'on appelle un lit justement, où il va y avoir les réactifs et le catalyseur qui vont se déposer ici. Les composés vont entrer par ici, et comme il s'agit d'un lit fluidisé, ce qu'il faut savoir, c'est que les réactifs et le catalyseur vont être en suspension. Éventuellement, on va récupérer ensuite les produits de la réaction qui nous intéresse ici, là-haut. Et ce qu'on peut avoir parfois aussi, c'est justement, on va récupérer un peu du catalyseur ici, réaliser dans une cuve ce qu'on appelle sa réactivation, parce qu'il peut parfois être trop utilisé et du coup il va se désactiver.
pour ensuite le réinjecter, réactiver, et la réaction continue. En général, un lit fluidisé, donc où les molécules vont être en suspension comparé à ce qu'on appelle un lit fixe, c'est-à-dire où cette fois-ci le catalyseur serait fixé au lit, donc ici, et ne bougerait pas, les rendements vont être meilleurs en général en lit fluidisé. Un dérivé de craquage est aussi ce qu'on appelle l'hydrocraquage. Alors l'hydrocraquage se sert en plus de la chaleur, il se sert de l'hydrogène afin de justement aller enlever ces doubles liaisons parfois dans les molécules pour pouvoir justement avoir ce qu'on appelle des molécules saturées et qui vont être potentiellement plus ce que l'industrie veut, ça dépend des fois. Donc du coup pour la réaction de l'hydrocraquage, si je compare par exemple avec le craquage c'est en lit fluidisé, donc où le catalyseur va être en suspension, la réaction va se réaliser en suspension. Là, l'hydrocraquage se réalise en lit fixe, donc c'est-à-dire que le catalyseur est fixé, le réactif va passer une fois et après c'est fini. Et les produits récupérés vont être principalement du gasoil et du kérosène dans ce type de réaction. De la même façon que le craquage, on a aussi une autre réaction qui s'appelle le vapocraquage. Donc vapo c'est avec de l'eau en général. Et là, ça va être aussi un moyen de fabriquer des produits, ce qu'on appelle intermédiaires. Donc de la même façon que pour le craquage, on va avoir besoin d'avoir des températures plutôt élevées. De la même façon aussi, ça consiste à casser des molécules par pyrolyse pour avoir des molécules plus petites. Et sauf que cette fois-ci, on va rajouter de l'eau qui va servir notamment aussi à diluer les hydrocarbures pour éviter tout ce qui est réaction parasite. Donc des fois, il peut y avoir des réactions qui entraînent une molécule et puis juste derrière, il va y avoir une autre réaction qui va se passer. Et bien, c'est justement pour ça qu'on rajoute de l'eau. Et on s'en sert notamment pour du naphta ou des alcanes légers pour ensuite avoir ce qu'on appelle des alcènes, donc des éthylènes ou bien du propylène, qui seront alors plus valorisés et plus recherchés par l'industrie. Par exemple, l'éthylène, ça sert à réaliser ce qu'on appelle une polymérisation, c'est-à-dire à faire des chaînes qui s'enchaînent justement de cette molécule. Donc au lieu d'avoir une fois, la molécule va s'assembler avec une autre molécule d'éthylène pour ensuite s'assembler à une autre molécule d'éthylène, etc., etc. Tout ceci n fois, donc beaucoup, pour former ce qu'on appelle le polyéthylène. Et le polyéthylène, l'une des utilisations classiques, c'est pour tout ce qui est plastique. Donc soit pour du polyéthylène à basse densité ou soit pour du polyéthylène à haute densité en fonction de la rigidité ou d'autres propriétés physiques que l'on veut pour le matériau. Un autre procédé qui est aussi un dérivé du craquage est ce qu'on appelle la coquefaction. Alors la coquefaction est désignée notamment pour être utilisée pour les produits les plus lourds, donc tout ce qui était cire, si vous avez vu la vidéo justement de la composition du pétrole. Et donc ces composés en général sont trop lourds et ne sont pas adaptés aux besoins de l'industrie et il va falloir justement les casser pour pouvoir avoir des molécules plus petites, plus adaptées à la demande des clients, des industriels. Et donc c'est ce pourquoi est utilisée la coquefaction. Et ce procédé va être notamment intéressant d'un point de vue économique parce qu'il y a moins d'investissements à réaliser par rapport aux autres installations de craquage conventionnelles. Voilà, dans cette vidéo, donc, nous avons pu voir les différents traitements réalisés sur les différentes coupes pétrolières afin de répondre justement aux besoins de l'industrie si jamais il y a des coupes qui sont moins demandées et d'autres coupes qui sont plus demandées. Parce que ce que je n'avais pas précisé par exemple dans la vidéo sur la composition pétrolière, c'est que la différente répartition des coupes dans une extraction de pétrole va dépendre notamment de la localisation géographique. C'est-à-dire que dans certains endroits, vous allez potentiellement avoir une répartition plus basée avec beaucoup de coupes légères, et dans d'autres endroits, vous allez par exemple avoir une répartition plus axée sur coupes lourdes, due en fonction de comment la sédimentation des minéraux s'est faite. Et du coup, c'est pas toujours adapté à la demande de l'industrie, et il faut justement ajuster. Mais comme j'avais mentionné par exemple pour le cas des moteurs diesel et essence, c'est pour ça que ça n'a pas toujours de sens de vouloir qu'un type de combustible par rapport à un autre, parce que justement sinon ça demande de réaliser des traitements supplémentaires, que l'on vient de voir à l'instant,
qui demandent des ressources en plus, qui demandent aussi éventuellement de recycler des choses en plus et qui sont plus polluantes, car la meilleure énergie qui est la plus efficace, c'est celle que l'on ne consomme pas comme d'habitude. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à la commenter si vous avez des choses que vous voudriez ajouter. Voilà, et je vous dis en tout cas à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Cette fois-ci, on abordera potentiellement plus ce qui va être gaz synthétique, ce qu'on va appeler syngas, qu'on a pu voir ici, qui est du pétrole, on va dire, synthétisé plutôt que récupéré. Et également, on verra une autre fois tout ce qui est différentes générations de pétrole, parce que il y a le pétrole traditionnel, on va dire, mais on a essayé d'utiliser d'autres types de pétrole, de carburant, notamment avec tout ce qui est carburant, on va appeler de première génération, deuxième génération, troisième génération. Et nous verrons tout ça dans une autre vidéo. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!